Bon, alors ici, j'ai un fichier Illustrator Ouais, avec, c'est moi qui viens de le faire là. J'ai un calque pour mettre, tout ce qui va être artistique. J'ai un calque avec des mains à 190 millimètres. On va expliquer pourquoi, et j'ai le fond gris. Donc j'ai fait ça au départ du document, RVB de base, hein, le template, et puis j'ai modifié. Donc, à quoi ça va servir? D'abord, il faut que je vous montre pourquoi 190 millimètres les mains, ça correspond à quoi? Hem, ouais, donc j'ai récupéré ceci du web, qui montre des dimensions de mains. C'était pour des choix de dimensions de souris d'ordinateur, en fait, à l'origine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'entre le sommet du doigt le plus grand et qui n'est d'ailleurs pas toujours celui-là, ça dépend des personnes, et le pli ici, c'est 190, millimètres. Ça semble être une moyenne, donc c'est pour ça que j'ai fait des mains à 190 ici. Si c'était destiné à des enfants, ce que je design, j'aurais, pris des mains d'enfants. Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir faire ceci. Donc déjà, ne vous en faites pas, on va le faire, ce document, hein. On va d'ailleurs travailler un peu dans Photoshop pour préparer. Je pourrais vous le donner tout fait, mais je pense que c'est intéressant d'aller voir un peu dans Photoshop comment les choses fonctionnent. Donc je vais activer le calque, art. Je vais aller sur mon travail d'hier et j'ai un design que j'ai fait, par exemple. Je vais le copier, puis le coller ici. Voilà. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à décider de la dimension qu'on va donner à l'autocollant. Et pour bien le visualiser, ben voilà, on superpose à la main pour voir quelle est la dimension que vous voulez. Et donc, avec les poignées, ah oui, les vecteurs sont en vert parce que c'est le troisième calque et dans Illustrator, il vous met les vecteurs de ce calque-là en vert. Bien sûr, ça n'influence pas du tout l'impression. Euh, c'est pas toujours extrêmement visible, on peut changer ça, mais peu importe. Alors donc avec la flèche noire, si je prends la poignée du coin et que je bouge en enfonçant la touche Shift, je vais pouvoir déterminer la dimension que je donne à l'autocollant. OK? Alors ici, pour ce travail, il n'y a pas de contour. S'il y a que des fonds, c'est généré par intelligence artificielle, il vous fait des fonds. Vous voyez, des couleurs de remplissage de fond et pas de couleurs de contour. Normalement, quand vous redimensionnez comme ça un élément, il faut toujours faire attention, que les contours se redimensionnent aussi. Je vous montre. Si j'avais, et là je vais faire juste avec une ellipse, si j'avais une ellipse, qui a un contour, donc on va faire comme ça, on va faire un truc bien visible, voilà. Un contour dont je modifie là au-dessus l'épaisseur. Voilà, ça c'est mon design. Il faut absolument que je fasse attention que quand je redimensionne l'ellipse, le contour se redimensionne avec, sinon ça va changer le design. Ça, c'est une chose cruciale dans Illustrator. Donc je vais ici, prendre la poignée avec la touche Shift et on va voir si ça se redimensionne. Eh ben non, vous voyez que le design du cercle change, en fonction de la dimension que je lui donne. Donc c'est pour ça, là je viens d'annuler, édition annulée. C'est pour ça que dans les réglages généraux, quand vous redimensionnez un objet, surtout s'il a des contours ou des effets spéciaux, des ombres ou quoi, c'est le même principe. Il faut absolument que ce soit redimensionné et pour ça, dans les préférences, générales, il faut cocher ceci: mettre à l'échelle les contours et les effets. En fonction de ce qu'on fait, on le coche ou on le coche pas. On ne peut pas dire qu'il faut toujours le cocher ou qu'il faut jamais le cocher, ça dépend de ce qu'on fait. Si je veux redimensionner un objet qui a des contours ou des effets spéciaux, je le coche et là, le contour se redimensionne et le design du cercle reste le même. Donc voilà. Donc ce que vous avez fait, hier, les designs par, intelligence artificielle, il y a normalement pas de contour dedans, donc la question ne va pas se poser de savoir s'il faut aller cocher, cette option ou pas. Mais mettez ça vraiment dans un coin de votre tête, c'est une des parties les plus importantes dans Illustrator. Ça arrive souvent qu'on refile un logo qu'on a fait, on refile ça à quelqu'un qui va le mettre en page, qui va, et la personne
elle se dit, ben tiens, le logo, je vais quand même le redimensionner dans Illustrator, je vais l'ouvrir dans Illustrator et le redimensionner. Et, et le logo devient tout pâteux parce que la personne l'a fait plus petit, mais les contours sont restés avec la même épaisseur. C'est une catastrophe. Donc pour ça, il faut se prévenir de ce genre de choses, il faut figer les contours. Parce que voilà, la personne, on ne sait pas ce qu'elle va faire, et si elle connaît bien Illustrator, si elle connaît cette fonction dont je viens de vous parler. Bien, donc sur le serveur. Bon, sur le serveur, au premier niveau, je vous ai mis une image de main au format JPEG. Vous pouvez la télécharger. Donc, j'ai fait un dossier spécial pour aujourd'hui. Donc, l'image JPEG, elle est là. Ça vient de Wikipédia. Vous allez voir que sur le serveur, je vous ai aussi mis le weblog avec la recherche que j'ai faite sur les mains dans un navigateur web. Voilà, et la première chose que j'ai trouvée quand j'ai affiché les images dans le navigateur, c'est l'article Wikipédia sur les mains. Et donc, en fait, j'ai simplement cliqué là-dessus, puis cliquer sur afficher l'image, je suis dans Bing. Ça, vous le faites pas, je vous montre juste comment j'ai trouvé l'image des mains, et puis j'ai fait un clic droit, enregistrer une image sous. Dans Firefox, c'est comme ça que ça marche. Voilà. Donc, le bouton ici, afficher l'image, vous l'avez dans Bing, il permet d'afficher l'image avec tous les détails, parce que là, c'est juste un preview, ce que vous voyez quand vous avez cliqué sur la vignette. Et pourquoi j'utilise Bing? Parce que justement, dans Google, ce bouton a disparu, parce qu'ils ont eu des problèmes, ils ont eu un procès, ils ont dû retirer le bouton qui permet d'afficher les images de haute définition. C'est pour ça que moi, je passe maintenant par Bing, un autre moteur de recherche que Google. Ça va? Alors, ce n'est pas toujours évident de faire la différence entre moteur de recherche et navigateur, hein. Le navigateur que j'utilise ici, c'est Firefox. J'aurais pu utiliser Chrome, j'aurais pu utiliser Safari. Quand on télécharge des images, ça se passe un peu différemment de l'un à l'autre. Et puis, dans le navigateur, j'ai le moteur de recherche qui me permet de naviguer sur le web, de rechercher des choses. Donc, ça peut être Google, ça peut être Yandex, le moteur de recherche russe, ça peut être Oui. Bing, ça peut être quoi d'autre comme moteur de recherche? Et Tor, voilà, oui. Quoi d'autre? Enfin bon, il y a plein de moteurs de recherche. Et donne Yahoo, oui, il donne des résultats différents. Voilà. OK, donc ça, c'était juste l'explication. L'image des mains, là, je l'ai trouvée comme ça. Donc, vous allez l'ouvrir dans Photoshop, soit de vous amener l'icône du JPEG sur l'icône de Photoshop, soit de vous faites fichier ouvrir quand vous êtes dans Photoshop, parce qu'on va faire une petite opération sur ces mains. Voilà. Quand vous êtes dans Photoshop, touche F pour passer plein écran. Si vous appuyez plusieurs fois sur la touche F, ben ça passe à la fin en plein écran, sans aucun menu, sans les outils. Voilà, donc il y a 3 modes d'affichage. Donc là, je suis passé en plein écran. Barre d'espacement, c'est comme dans Illustrator, on peut bouger facilement. Alt, roulette, option, roulette de la souris, c'est pour zoomer. Le double-clic sur la main dans la palette des outils, c'est comme dans Illustrator, c'est pour le montrer le plus grand possible en entier sur l'écran. Donc, il s'agit d'ouvrir l'image dans Photoshop. On ne l'importe pas. Photoshop, c'est un logiciel qui traite des pixels. L'image est pixel. On ouvre. Si on voulait amener des vecteurs dans Photoshop, ce serait une importation. Mais là, oui, parce que des vecteurs, c'est différent de ce que Photoshop traite normalement. Les vecteurs, c'est différent des pixels. Mais là, c'est pas une importation. Je le dis parce que beaucoup de gens dans Photoshop font un nouveau document Photoshop et importent une image pixel dans le nouveau document Photoshop qu'ils ont fait. Ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ici, on a directement ouvert l'image pixel. Donc, c'est des pixels, ça se voit si on zoome. Il n'y a pas de doute, c'est des pixels.
Alors oui, ça peut arriver qu'ils vous mettent un message non concordance des profils incorporés. Ça, c'est quand dans le menu édition couleur, vous n'êtes pas obligé d'aller modifier. Je vais vous expliquer comment faire pour passer outre du message. Mais c'est parce que moi, j'ai modifié la manière dont les choses se passent. Mais vous avez certainement les cases là qui sont cochées dans le menu édition couleur de Photoshop et les règles de gestion des couleurs qui sont désactivées. Et donc, on va voir si ça le fait chez moi. Si je ferme l'image et que je la réouvre dans Photoshop, est-ce qu'il va mettre le même message que ce que vous avez? Oui, voilà, il le met. Non-concordance des profils incorporés. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que Photoshop est réglé pour faire des images de type sRGB, c'est-à-dire des images pour le web, pour le matériel bas de gamme, les moniteurs bas de gamme de la plupart des gens. C'est la norme de fabrication standard RGB. Et à l'intérieur de l'image, il est dit qu'elle est prévue pour des moniteurs plus haut de gamme qui répondent aux normes Adobe RGB. Et donc, Photoshop dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ça ne correspond pas à ma manière de fonctionner actuelle. Et le pire des choix, c'est supprimer le profil incorporé parce que les couleurs vont changer. Et vous n'allez pas voir, dans ce cas-ci, les mains avec les bonnes couleurs, ça va changer. Et le choix, quand on a ce genre de message, le choix le plus judicieux, c'est d'ouvrir l'image en tant qu'image Adobe RGB. On passe outre du réglage de Photoshop. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? C'est relativement complexe quand même la gestion des couleurs. Pour ceux que ça intéresse, j'ai plein de matières, plein d'explications là-dessus, mais on ne va pas trop entrer en détail dans la gestion des couleurs. Pas trop. Donc là, vous vous dites, mais donc c'est RVB, c'est MJN, c'est les deux grandes différences. Ben non, c'est à l'intérieur des images RVB, il y a des images RVB qui sont prévues pour du matériel bas de gamme, le sRGB. Il y a des images RVB qui sont prévues pour du matériel haut de gamme. Donc c'est à l'intérieur de la grande famille des images qui sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu, RVB. Il y a différents matériels qui existent pour afficher des images en RVB. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. C'est pour contrôler vraiment la manière dont les couleurs s'affichent pour avoir toujours les bonnes couleurs choisies par l'artiste au départ, que ça n'ayez pas de décalage en fait. Donc ici, vous allez choisir préférer le profil incorporé. C'est bien, il fallait qu'on en parle à un certain moment de ça. Touche F, voilà. Et moi ici, je vais aller remettre mon édition couleur pour que ce soit automatisé, pour que ce message n'apparaisse plus. Vous pouvez le faire aussi maintenant, si vous voulez, dans Photoshop. Édition couleur, ce que je vais faire ici, ça peut être une bonne idée quand vous travaillez dans Photoshop. Fancy. Édition couleur dans Photoshop, c'est le réglage des profils couleurs, tout ce qui s'appelle la colorimétrie, la gestion des couleurs, le color management. Donc l'idée, c'est de décocher toutes les options ici et de mettre en fait les automatismes en conserver les profils incorporés. Voilà. Et on décoche toutes les options ici. Voilà. Donc c'est l'option que vous avez choisie tout à l'heure. Vous avez l'option du dessus, parmi les 3 options possibles, c'était préférer le profil incorporé. Ouvrir l'image en tant qu'image Adobe RGB. Mais là, ça va le faire de manière automatique, si on règle comme ça. Et on va décocher ça pour qu'il n'y ait plus de message. OK, voilà. Et comme ça, vous n'aurez pour la suite de la formation plus ces messages-là, ce sera automatisé. Les images vont s'ouvrir. Voilà. En tenant compte de du matériel pour lequel elles sont prévues. C'est vraiment une explication basique. Si vous ne comprenez pas tout à fait, c'est normal parce que c'est très basique. Je vous ai juste expliqué ici comment faire pour que les couleurs soient les plus justes possibles, pour ne pas créer des décalages couleurs en choisissant les mauvaises options. Donc, il s'agit d'ouvrir l'image dans Photoshop. On ne l'importe pas. Photoshop, c'est un logiciel qui traite des pixels. L'image est pixel. On ouvre. Si on voulait amener des vecteurs dans Photoshop, ce serait une importation. Mais là, oui, parce que des vecteurs, c'est différent de ce que Photoshop traite normalement. Les vecteurs, c'est différent des pixels. Mais là, c'est pas une importation. Je le dis parce que beaucoup de gens dans Photoshop font un nouveau document Photoshop et importent une image pixel dans le nouveau document Photoshop qu'ils ont fait. Ça ne sert pas à grand-chose en fait. Ici, on a directement ouvert l'image pixel. Donc c'est des pixels, ça se voit si on zoome. Il n'y a pas de doute, c'est des pixels.
Alors oui, ça peut arriver qu'ils vous mettent un message non concordance des profils incorporés. Ça, c'est quand dans le menu édition couleur, vous n'êtes pas obligé d'aller modifier. Je vais vous expliquer comment faire pour passer outre du message. Mais c'est parce que moi, j'ai modifié la manière dont les choses se passent, mais vous avez certainement les cases là qui sont cochées dans le menu édition couleur de Photoshop et les règles de gestion des couleurs qui sont désactivées. Et donc, on va voir si ça le fait chez moi. Si je ferme l'image et que je la réouvre dans Photoshop, est-ce qu'il va mettre le même message que ce que vous avez? Oui, voilà, il le met. Non-concordance des profils incorporés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Photoshop est réglé pour faire des images de type sRGB, c'est-à-dire des images pour le web, pour le matériel bas de gamme, les moniteurs bas de gamme de la plupart des gens. C'est la norme de fabrication standard RGB. Et à l'intérieur de l'image, il est dit qu'elle est prévue pour des moniteurs plus haut de gamme qui répondent aux normes Adobe RGB. Et donc, Photoshop dit, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ça ne correspond pas à ma manière de fonctionner actuelle. Et le pire des choix, c'est supprimer le profil incorporé parce que les couleurs vont changer. Et vous n'allez pas voir, dans ce cas-ci, les mains avec les bonnes couleurs, ça va changer. Et le choix, quand on a ce genre de message, le choix le plus judicieux, c'est d'ouvrir l'image en tant qu'image Adobe RGB. On passe outre du réglage de Photoshop. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? C'est relativement complexe quand même la gestion des couleurs. Pour ceux que ça intéresse, j'ai plein de matières, plein d'explications là-dessus, mais on ne va pas trop entrer en détail dans la gestion des couleurs. Pas trop. Donc là, vous vous dites, mais donc c'est RVB, c'est MJN, c'est les deux grandes différences. Ben non, c'est à l'intérieur des images RVB, il y a des images RVB qui sont prévues pour du matériel bas de gamme, le sRGB. Il y a des images RVB qui sont prévues pour du matériel haut de gamme. Donc c'est à l'intérieur de la grande famille des images qui sont créées par mélange de lumière rouge, vert, bleu, RVB. Il y a différents matériels qui existent pour afficher des images en RVB. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion des couleurs. C'est pour contrôler vraiment la manière dont les couleurs s'affichent pour avoir toujours les bonnes couleurs choisies par l'artiste au départ, que ça n'ait pas de décalage en fait. Donc ici, vous allez choisir préférer le profil incorporé. C'est bien, il fallait qu'on en parle à un certain moment de ça. Touche F, voilà. Et moi ici, je vais aller remettre mon édition couleur pour que ce soit automatisé, pour que ce message n'apparaisse plus. Vous pouvez le faire aussi maintenant, si vous voulez, dans Photoshop. Édition couleur, ce que je vais faire ici, ça peut être une bonne idée quand vous travaillez dans Photoshop. Édition couleur dans Photoshop, c'est le réglage des profils couleurs, tout ce qui s'appelle la colorimétrie, la gestion des couleurs, le color management. Donc l'idée, c'est de décocher toutes les options ici et de mettre en fait les automatismes en conserver les profils incorporés. Voilà. Et on décoche toutes les options ici. Voilà. Donc, c'est l'option que vous avez choisie tout à l'heure. Vous avez l'option du dessus, parmi les 3 options possibles, c'était préférer le profil incorporé. Ouvrir l'image en tant qu'image Adobe RGB. Mais là, ça va le faire de manière automatique, si on règle comme ça. Et on va décocher ça pour qu'il n'y ait plus de message. OK, voilà. Et comme ça, vous n'aurez pour la suite de la formation plus ces messages-là, ce sera automatisé. Les images vont s'ouvrir. Voilà. En tenant compte de du matériel pour lequel elles sont prévues. C'est vraiment une explication basique. Si vous ne comprenez pas tout à fait, c'est normal parce que c'est très basique. Je vous ai juste expliqué ici comment faire pour que les couleurs soient les plus justes possibles, pour ne pas créer des décalages couleurs en choisissant les mauvaises options. Oui, alors chez toi, tu n'arrives pas à régler dans édition couleur parce que ici, il est indiqué moniteur. Il vaut mieux, ici, en espace de travail, tu peux indiquer sRGB. C'est pas l'idéal, hein, mais voilà, s'il est indiqué moniteur, One. voilà, et à partir de là, tu arriveras à mettre ceci et à décocher. Voilà, conserver les profils incorporés. Oui, chez certaines, c'était réglé différemment, mais là, c'est le réglage d'origine de Photoshop. C'est pas l'idéal parce que
les graphistes, les photographes, quand ce système-là a été mis en place dans Photoshop, il y a une quinzaine d'années, 15, oui, même 20 ans maintenant. Il y a 20 ans que ça a été mis en place dans Photoshop. Les photographes et les graphistes ont dit: «Attention, Photoshop est réglé pour faire des images pour du matériel bas de gamme, pour du web, pour des moniteurs de monsieur tout le monde, monsieur et madame tout le monde. Des moniteurs qui ne sont pas prévus pour afficher beaucoup de couleurs». C'est ça que ça veut dire, que l'espace de travail de Photoshop est sRGB. Ça veut dire que le graphiste ou le photographe qui a acheté un moniteur cher, qui affiche plus de couleurs pour pouvoir être plus créatif, eh bien, s'il ne modifie pas ce réglage dans Photoshop, c'est comme s'il avait un moniteur bas de gamme. Photoshop va toujours, dans les fenêtres qu'on va créer, dans les images qu'on va créer, ce sera toujours une simulation d'un moniteur bas de gamme. Voilà, comme ça, vous avez l'idée. Et encore une fois, je ne vais pas aller trop loin ici dans l'explication, mais vous voyez, ça paraît clair? Voilà, donc c'est quelque chose à savoir, à mettre dans un coin de sa tête. Vous achetez un moniteur pour photographe ou pour graphiste. Si vous ne changez pas dans Photoshop et même dans toutes les applications Adobe, vous allez passer à côté des possibilités de votre moniteur. Alors, c'est quoi un moniteur pour graphiste et photographe? Je vous montrerai le site de Arnaud Frisch, un photographe très connu dans le monde du graphisme et de la photographie, qui est connu pour plusieurs choses, mais une des choses pour lesquelles il est connu, c'est que régulièrement, il fait des tests de moniteurs. Les moniteurs qui sont disponibles sur le marché, il fait des tests et il dit voilà, quels sont les meilleurs moniteurs. OK. Mais alors, ce qui est intéressant chez lui, c'est qu'il va dire en fonction de votre budget. Vous avez 250 € à mettre dans un moniteur, voilà le maître achat. Vous avez 800 € à mettre dans un moniteur, voilà, vous avez 3 000 €, voilà. Donc, c'est ça qui est intéressant chez Arnaud Frisch, c'est qu'il va tenir compte du budget. Et après, quand je vous parle d'un moniteur à 250 €, chez Cash Convert Machin, vous l'avez moitié prix, si pas tiers du prix, évidemment, hein. Bon, il n'est pas interdit d'acheter des choses d'occasion. Moi, personnellement, j'achète souvent d'occasion, donc oui, alors, dans la palette des calques, c'est tout à fait normal dans Photoshop que le calque soit verrouillé. Il est partiellement verrouillé, sinon le verrou serait bien noir s'il était totalement verrouillé. C'est la transparence, en fait. D'office, dans Photoshop, le calque de l'image, le calque sur lequel l'image se trouve, est partiellement verrouillé. On ne sait pas modifier la transparence. C'est une sécurité chez Adobe. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit. Je sais que dans certaines écoles ou centres de formation, on conseille aux gens de double-cliquer sur le calque et faire OK. Comme ça, le verrou n'est plus là. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça ne sert à rien. À moins, ouais, dans certaines situations, oui, ça sert, mais le faire systématiquement, ça ne sert à rien. Donc, moi, j'ai rencontré des gens dans des écoles, des enseignants qui disent à leurs étudiants: vous ouvrez une image Photoshop, il faut systématiquement double-cliquer pour enlever le verrou. Mais alors, quand on leur demande: mais pourquoi vous faites ça? Ah, on ne sait pas. Ouais. Alors, quelle est la taille de cette image? Menu image, taille de l'image. Ah oui, aujourd'hui, on parle un peu de pixels. On commence par des pixels, parce qu'hier, on a fait beaucoup de vecteurs indépendants, donc ils peuvent être à n'importe quelle dimension en centimètres. Ça reste aussi net parce que c'est des descriptions mathématiques, ce sont des formes. Mais là, c'est des pixels. Donc, image, taille de l'image. 1200 pixels en largeur et 800 pixels en hauteur pour cette image. Donc, elle n'est pas extrêmement précise, mais c'est ce qu'on appelle du 1 mégapixel. Parce que quand on multiplie 1200 par 800, ça fait à peu près 1 million. Et le mégapixel, c'est le million de pixels. Donc, 1200 pixels sur 800, on peut dire que c'est 1 mégapixel. Comme ça, vous comparez à peu près la précision de cette image par rapport à ce que votre smartphone peut faire, peut-être. Votre smartphone a un appareil photo. Et combien est-ce qu'il est? 8 mégapixels, 16 mégapixels. Ça veut dire qu'il est capable de générer des images avec 8 millions de pixels ou 16 millions de pixels. Ici, c'est 1 mégapixel. Je vais faire le calcul vite fait. Ne le faites pas, évidemment. Je vais
juste le faire avec mon outil de capitaliste. Donc, 1200 fois 800, ça nous fait 960 000. Donc, c'est à peu près 1 million, 1 mégapixel. Voilà, ça, c'est une notion. Le mégapixel, qu'est-ce que c'est? Maintenant, vous le savez. Alors, qu'est-ce qu'il est indiqué ici chez vous comme il est indiqué pourcent ou autre chose? Pourcent, ok. Ben écoutez, vous pouvez éventuellement mettre centimètre. Oui, les enfants. Ok. Oui, on n'a pas remis à zéro Photoshop, donc de l'un à l'autre, ça peut être différent en fonction des gens qui ont utilisé Photoshop avant. Et donc là, on voit qu'on a une image dont la hauteur fait 8 cm,47. OK. Bon, ben on n'a rien fait dans la boîte ici. Vous pouvez cliquer sur annuler ou sur OK, ça va revenir au même. Donc, on est d'accord, entre le bout du doigt ici et le pli, on a vu que normalement, on doit avoir 190 mm. Et dans taille de l'image, la hauteur, en millimètres d'ailleurs, est à 84. Donc, il y a un problème, il va falloir adapter l'image. C'est des mains minuscules, ça. Alors, on va aller chercher derrière la pipette. Est-ce que vous voyez la pipette dans la palette des outils? Voilà, vous allez chercher l'outil règle. Et vous allez tracer en appuyant du bout du doigt à peu près, vers à peu près le pli. Et vous pouvez le faire en diagonale, c'est pas un problème. Un doigt. Voilà. Voilà, on a tracé un outil de, une mesure en fait. On va aller dans le menu Fenêtre, Information. Et là, vous avez l'information normalement. Alors, moi, j'ai déjà mis en millimètres, 65 mm,2, oui. Vous allez pouvoir demander que ce soit affiché en millimètres en allant dans le menu de la palette information, option de panneau. Bref, pardon. Et là, unité millimètre. Est-ce que ça vous indique à peu près 65 aussi? Ok, on n'est pas un chouïa après. Alors, je vais rechercher ma calculette. Donc, on a 65 et on devrait avoir 190. Il faut que je fasse 190 divisé par 65, oui. Voilà. J'ai fait 190, la mesure que je veux, divisé par la mesure que j'ai, 65. Et je vois que je vais devoir augmenter à 292% la dimension pour obtenir ce que je veux. Pour que la ligne fasse 190, je devais devoir augmenter à 292. Allez, on va le faire ensemble. On y va. Chipoter pour vous montrer. Alors, je vais ici. Ceux chez qui ça n'a pas marché, vous faites la même chose que moi. Vous pouvez demander fichier version précédente. Fichier version précédente. Comme ça vous c'est comme si vous fermiez l'image et vous la rechargez directement dans Photoshop. Ceci dit, on peut aussi la fermer et la réouvrir. Ça revient au même. Est-ce que tout? Pas tout. Donc, si j'y vais avec l'outil de mesure, j'ai bien, pour la hauteur là, à peu près 60 et quelques. OK, donc si on va dans Image, taille de l'image, et qu'en pourcent, on met 292, OK. Qu'est-ce que ça dit maintenant quand on mesure? Ben, ça marche, ça fait à peu près 190, donc ça marche. C'est juste parce qu'on a trop chipoté. Ah bah. Excellent. Elles auront la bonne dimension d'une vraie main et je pourrai mettre n'importe quel objet en fonction de ce que je vois, redimensionner n'importe quel objet autocollant ou quoi que ce soit.
Et ça marche avec autre chose que des mains. Vous voulez mettre à dimension des choses dans Illustrator par rapport à un packaging, un couvercle de Nutella ou je ne sais quelle autre chose immonde, vous, vous pourrez avec une photo. Les lunettes. Des lunettes aussi, oui, 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 tout, tout. Alors, actuellement, le fond d'image, c'est du blanc. Le JPEG ne peut pas avoir de transparence. C'est impossible. Le PNG, oui, mais le JPEG, non. Impossible. À moins peut-être du JPEG 2000, mais c'est un JPEG spécial plus évolué que personne n'utilise. Presque. Mais le JPEG de base n'a pas de transparence. Mais quand c'est ouvert dans Photoshop, c'est indépendant du format, on peut faire ce qu'on veut, mais après, on va devoir enregistrer dans un format qui permet d'intégrer la transparence. Ce sera le format Photoshop PSD. C'est pas plus mal. Alors que vous ayez ou pas déverrouillé le calque n'a pas d'importance. Chez moi, il est à nouveau verrouillé parce que j'ai fermé l'image, je l'ai réouverte. Ça n'a pas d'importance pour la suite. OK, alors je vais vous montrer, on va faire 2 tests. Dans Photoshop, il y a possibilité de lui demander de trouver le sujet dans une photo. C'est par le menu sélection sujet. Allez-y, essayez. Sélection sujet. Donc, vous avez ces petits pointillés qui bougent, qu'on appelle les défilés de fourmis. En anglais, c'est les marching ants. C'est juste pour rigoler. Mais ça fait des décennies qu'on appelle ça comme ça. C'est des sélections, quoi. Ça indique sur quoi on travaille. Il y a des formateurs pas sympas qui disent aux stagiaires de zoomer pour voir les fourmis. Moi, j'ai arrêté de le dire parce qu'un jour, j'ai un stagiaire qui voyait les fourmis. Ça m'a fait peur, je ne dis plus ça maintenant. Alors, vous voyez, le problème, c'est que ça n'a pas super bien fonctionné. Je ne sais pas si chez vous, ça a bien fonctionné, mais ce n'est pas aller chercher tout en bas. Hein. Bon, ben, c'est pas bon. On va faire sélection, désélectionner. Et au passage, vous venez de voir comment on fait une sélection sur un sujet dans Photoshop. Vous allez voir que c'est très intéressant pour la suite. Avant, ce n'était pas automatisé. Et là, c'est l'intelligence artificielle qui vous trouve le sujet. Ah, la baguette magique, ça a toujours été le pire. Hein. Avant, il y avait plein de techniques. Hein, suivant qu'on voulait faire des sélections sur des cheveux, sur des voitures. C'est plein de techniques différentes. Hein. Vous avez désélectionné dans le menu sélection. La ligne désélectionnée est grisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de sélection. Et alors, on va activer ici un outil. Est-ce que vous le voyez, cet outil? Ou est-ce qu'il est caché derrière un autre? Non, normalement, vous le voyez. L'outil de sélection d'objets. Et lui, normalement, il devrait marcher un peu mieux. J'ai pas celui-là. Vous avez bien la palette des outils en 2 colonnes. Non. Ah, il faudrait la mettre en 2 colonnes avec la petite flèche ici, la double flèche. Et si vous avez appuyé sur la croix, évidemment, il faudra aller rechercher fenêtre, outils tout en bas. C'est ça si vous avez cliqué sur la croix par erreur. Ou parce que vous étiez curieux de voir ce que ça faisait. Donc, on va mettre quand même la palette des outils en 2 colonnes, ce sera plus simple. Est-ce que vous le voyez maintenant, l'outil qui est là? Voilà. Non. Vous survolez une des mains, vous cliquez. Qu'est-ce que ça dit quand on zoome? Ben, ça a l'air correct. OK. Ah oui, il y a un peu du pouce de l'autre côté. Bon, là, il faudrait utiliser un outil pour l'enlever. Ben, on va voir comment on va faire. Hein. Mais normalement, on doit sélectionner aussi l'autre main, mais on va voir si ça vous fait un truc comme ça. Vous prenez le lasso, par exemple. Le lasso libre, pas polygonal, il n'y a pas besoin. Vous enfoncez la touche Alt, la touche Option, vous la gardez enfoncée. Et vous entourez la partie en trop. Voilà. Ici, on aurait pu la garder pour la suite, mais comme ça, vous voyez comment on fait si il vous fait des choses en trop. Photoshop, c'est vaste et complexe quand même. Par rapport à Illustrator, c'est plus simple, mais c'est quand même vaste et complexe. Voilà, vous avez vu comment on peut enlever un excédent si ça vous fait des bêtises. Mais ce n'était pas important parce que de toute façon, on doit sélectionner la main d'à côté, c'est pas plus mal. On va la sélectionner toujours avec l'outil de sélection d'objets et la touche Shift pendant enfoncer, la touche majuscule
pendant que vous cliquez sur l'autre main. Et comme ça, vous avez une sélection, vous voyez, des deux mains. It wants to be colored and Bon, ça, c'est la sélection. Mais on va lui dire que la sélection doit devenir un masque de fusion. C'est quelque chose qui s'ajoute sur le calque et qui fait en sorte que certains pixels soient invisibles, transparents. Ils ne seront pas effacés, parce que dans Photoshop, on fait du non destructif, on essaye d'éviter d'effacer, on masque plutôt, au cas où il faudrait faire réapparaître. Bon, ben c'est tout simple, quand vous avez vos pointillés qui sont là comme ça, vous allez cliquer pendant que le calque est là, activé, sélectionné, quoi, voilà. De toute façon, il n'y a pas le choix, c'est le seul. Et vous cliquez là-dessus. Et voilà, ça c'est le masque. Les pixels noirs dans le masque masquent la partie correspondante. Les pixels blancs font apparaître. Et voilà. Et on n'a plus besoin de l'outil de sélection d'objets. Je vais passer à un autre outil. Voilà. Et alors, on va enregistrer ça au format Photoshop, le format de fichier Photoshop. manipulate Donc, on a bien, au niveau de la dimension en centimètres, on a bien quelque chose de réaliste en millimètres dans ce cas-ci. and man Bon, tu trouvais pas ta palette décale qu'il y avait un problème avec les deux écrans que vous avez? Bizarrement, Photoshop débordait sur l'écran de droite, mais là, on le voyait que quand on le déplaçait. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été décocher une option ici qui s'appelle cadre de l'application. wait Oui, cadre de l'application, c'est pour rendre Photoshop flottant comme ça. Quand on a plusieurs écrans, on peut le faire passer d'un écran à l'autre. Mais là, chez toi, j'ai été décocher ça et donc il est devenu comme quand on travaille avec un seul écran et ça nous a permis de faire réapparaître la palette des calques. Voilà. Alors donc là, on y va, on enregistre, fichier enregistré sous et on enregistre, il n'y a pas le choix, au format Photoshop. all the fees to to how that it thinks you Voilà, is minute PSD. on value Il y aurait plein de choses à dire sur les formats, mais oui, d'ailleurs, vous voyez vite fait quels sont les formats qui permettent d'intégrer de la transparence et des calques. Mais voilà. oui même Chez moi, je l'avais déjà fait avant, c'est pour ça que ça m'a demandé de remplacer. Dans Photoshop, il vous le dit même pas, hein, mais il vous fait comprendre que JPEG, ça va pas marcher. Il vous a proposé format Photoshop à la place, tout simplement. C'est pour ça. Donc, je fais fichier fermé ou commande W. Et alors, on va aller dans Illustrator et on va aller. Ok, ça c'est normal. On va aller, en fait, ouvrir dans Illustrator le document de départ Oui. qui est normalement dans votre dossier de lundi. Votre template que vous aviez téléchargé, que je vous avais préparé, vous l'ouvrez dans Illustrator. the fear is it the same I did believe Alors, si vous vous souvenez, hier, on a transféré des images qui nous servaient de référence. Elles sont toujours là d'ailleurs dans l'autre document que j'ai moi ouvert. Voilà, les images de référence. On les a transférées du web, du navigateur web par copier-coller. C'est mieux d'importer normalement. C'est ce qu'on va faire ici d'ailleurs. On va importer l'image des mains dans Illustrator. Alors, vous faites fichier importer. Donc, c'est des pixels qu'on amène dans un logiciel vecteur. C'est différent. Donc, c'est quelque chose de différent de ce que le logiciel traite d'habitude. Donc, on ne fait pas une ouverture, on fait une importation. Vous voyez la logique, hein? Alors, fichier importé. Et alors, on va chercher dans le dossier d'aujourd'hui le PSD. Vous cliquez sur importer. correctly in a moment
Tu vas communiquer. Il faut naviguer, il faut avoir de l'ordre. Avec des non, des deux PSD en fait. Les dimensions ne sont pas les mêmes. Et là, elles sont cap et en cercle. Donc, si vous appuyez le bouton de la souris, vous gardez enfoncé, vous bougez, c'est très intéressant, vous déterminez au moment de l'importation la dimension que vous donnez à l'image. Mais, exception ici, dans ce cas-ci, on veut que l'image s'importe avec ces bonnes dimensions en centimètres qu'on a réglées dans Photoshop. Donc là, je vais enfoncer suppression et on va faire différemment. Exactement. Dans ce cas-ci, on veut que l'image arrive avec ses dimensions. On ne veut pas forcer son dimensionnement au moment où on l'amène dans Illustrator. Donc, on clique et voilà. Moi, par contre, ça m'en a mis deux. Donc, la hauteur du plan de travail dans le fichier Illustrator, c'est 21 cm, c'est un A4. Et donc, logiquement, si vous mettez le pli de la main ici, par exemple, il doit nous rester 2 cm à peu près. Oui, c'est ça, c'est normal. OK, donc on n'a pas besoin de les superposer nécessairement au format A4, on peut les mettre sur le côté. Voilà, voilà. Ouais. Est-ce que vous avez tous et toutes des diagonales qui apparaissent sur l'image? Oui, quand on passe au-dessus ou qu'elle est sélectionnée. Vous savez ce que ça veut dire? Oui. Ça veut dire que c'est un fichier lié. Ça veut dire que si on modifie le fichier dans Photoshop, sans changer le nom sur le disque dur, ça va se mettre à jour. Ah, d'accord, pour faire obliger là aussi. Oui, c'est comme dans InDesign, quand on importe des images dans InDesign pour faire des mises en page, si on les modifie dans Photoshop ou dans Illustrator d'ailleurs aussi, après les avoir importées dans InDesign, ça se met à jour. C'est pratique. C'est le système de lien. Mais dans ce cas-ci, moi, je voudrais au départ de ce document Illustrator faire un template qui va me servir pour toutes les fois suivantes quand je dois faire des éléments par rapport à une taille de main, les redimensionner. Et le document avec un fichier lié comme ça, il sera plus valable si le fichier disparaît du disque dur. Le fichier des mains, s'il disparaît du disque dur, le document ne va plus fonctionner. Donc, ce que je vais faire ici, c'est incorporer. Je vais demander que les mains ne soient pas liées. Je veux dire que le fichier des mains pourrait disparaître du disque dur, le PSD pourrait disparaître du disque dur, c'est pas grave, il va être incorporé au document Illustrator. D'accord? Ça aussi, cette notion de quand vous mettez des images dans un document Illustrator, si elles sont liées, c'est très pratique, mais il faut, quand vous transférez le fichier Illustrator ailleurs, que les images utilisées par le document, elles soient transférées aussi. Sauf si vous incorporez. Alors, vous vous dites, il faut incorporer à chaque fois, c'est quand même mieux. Ben non, parce qu'à ce moment-là, si vous voulez modifier les images en cours de route, dans Photoshop, ça va pas être facile de les mettre à jour dans Illustrator. Vous voyez un peu la logique, hein? Alors, on va aller dans le menu Fenêtre, Liens. Et là, vous voyez une icône de chaîne qui indique que c'est un fichier lié. Oui. OK, je vous montre juste, vous n'êtes pas obligé de le faire, ceci, je vous montre que si je fais disparaître mon fichier PSD, il est où? Il est là, voilà. Ou même si je le renomme, voilà, ben, je vais dans Illustrator et normalement, il va me dire qu'il y a un problème qu'il ne le trouve pas. À un certain moment, il va le dire. Ah, là, il ne le dit pas tout de suite. C'est bien celui-là que j'ai utilisé. Ouais, normalement, il devrait le dire qu'il y a un problème qu'il ne le trouve pas. Ah, alors, ah ben voilà, il a fallu le temps hein, qu'il check. Voilà, lien brisé. Soit le fichier a disparu, soit il a été renommé et il ne sait pas. Donc c'est ça en fait, hein. C'est bêtement parce que le fichier, on ne l'a pas transféré ailleurs. Imaginons que j'ouvre le document Illustrator, mais on a oublié de me refiler les images qui vont avec, ou j'ai effacé les images, ou je les ai déplacées de dossier, ou je les ai renommées. J'aurai chaque fois ce problème de lien cassé. Là, je viens de remettre comme c'était avant le nom et en principe, au bout d'un certain temps, il devrait
me dire, voilà, qu'il n'y a pas de problème. OK. Bon, les fichiers liés, c'est super intéressant, mais dans ce cas-ci, on va l'incorporer. Donc, dans la palette lien, vous allez demander, Ah, en sélectionnant bien la ligne là, vous allez demander incorporer. Où est-ce qu'il est? Faut que je. Voilà, incorporer l'image. Et là, je clique sur OK, bien. Les diagonales disparaissent. La petite chaîne n'est pas là pour m'indiquer que c'est un fichier lié. C'est un fichier incorporé. ça. Ah, c'est. Brian Garrett, going to go get the gun. Oui, faites OK, c'est bon. What? C'est tout? Voilà, il est incorporé. Vous comprenez l'intérêt donc, hein? Surtout pour un template. Ah, pas. Quelque chose que je vais utiliser pour plein de travaux par la suite. Allez, on l'enregistre. Le fichier Illustrator, fichier enregistré sous. Et on va l'enregistrer dans un format qui ne va pas être Illustrator. Ça va être Illustrator template.ait. D'accord? Donc l'extension ici, c'est .ait. Un modèle. Et je vais l'appeler A4 RGB Oriz avec main. Je vais même indiquer 190 mm. Voilà, c'est des mains d'adultes. Ah, voilà. Alors, comme nom, vous choisissez, mais moi, j'ai repris le nom du template sur lequel j'avais démarré, donc un A4 RGB horizontal, mais j'ai indiqué qu'il y a des mains à 190 mm dedans. Et donc, l'extension, c'est .ait. Parce qu'on a choisi Illustrator Template. J'enregistre, je ferme le document. Ça veut dire que si maintenant, le template, là, je l'ouvre, qu'est-ce qui va se passer? C'est une copie qui s'ouvre, parce que c'est un template. Comme le premier, voilà. Comme ça, vous avez vu comment on fait un template. C'est très pratique. Alors là, on a mis des mains sur le côté, mais dans un template, on peut aussi mettre des motifs dans la palette nuancier, des brushes dans la palette brush, des couleurs autour du plan de travail. On peut vraiment personnaliser son document de départ. Oui, parce que vous êtes assez limité dans Illustrator, hein. Si on fait fichier nouveau, vous avez des templates de départ qui vous sont proposés, mais c'est assez limité ce qu'on peut faire. Ah, vous en avez aussi des templates qui sont déjà prévus avec plein de choses dedans aussi, gratuits ou payants chez Adobe. Mais ça, pour arriver à manipuler ça, il faut connaître Illustrator, parce que ça veut dire que vous démarrez de choses avec déjà des blocs dedans prévus pour du texte. Il faut, voilà, des templates avec déjà plein de choses, une mise en page pour des posters, des flyers, tout ça, ça existe bien sûr. Bon, là, je ferme. Je voulais juste vous montrer que dans la boîte Nouveau document, il y a les templates de base vides, les différents formats, mais aussi des templates déjà avec un design. Quand on n'a pas beaucoup de budget et qu'on doit faire quelque chose pour un client, ça peut être intéressant de démarrer de templates déjà existants et juste remplacer le texte, ou voire même le modifier un peu, les couleurs, les positions des blocs, personnaliser un peu. Chez d'hier, vous avez vos recherches. On avait fait un bord par décalage pour faire un bord à l'autocollant. Bon, on va refaire ça parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de possibilités. Donc, vous ouvrez vos recherches et ce qui nous intéresse, c'est les personnages qui sont entourés de transparence. Alors,
On va quand même zoomer en arrière pour avoir une vue d'ensemble sur ce qu'on a fait. Voilà, une fois que vous avez zoomé et que vous voyez tout, ben, on va agrandir le plan de travail parce qu'en fait, le plan de travail dans Illustrator, il a une importance vraiment toute relative. C'est juste une référence de départ au niveau de la dimension, mais on peut, comme vous l'avez vu, j'ai dessiné plein de choses en dehors du plan de travail. C'est pas du tout un problème. Donc, je vais quand même ici, on va agrandir le plan de travail. Vous activez l'outil plan de travail. Vous prenez la poignée et vous agrandissez pour que le plan de travail soit partout. Voilà. Donc, au niveau de la dimension, ça nous fait un truc immense. Si je regarde ici dans la barre contrôle du dessus, dimension 329 cm sur 244 chez moi, hein, chez vous, ça va être différent. Mais ça n'a pas d'importance. Voilà, on a agrandi le plan de travail. Et donc, à partir de là, on peut visualiser ce que les dessins, ça donne quand on les voit sur un fond blanc. Il suffit, à ce moment-là, d'enlever dans la palette des calques, menu fenêtre calque, il suffit d'enlever l'œil en face du calque fond gris. Si on enlève l'œil en face du calque fond gris, on n'a pas le fond gris, on voit ce que ça donne. Avec le calque fond gris, voilà. Et donc, je vous rappelle, l'utilité du calque fond gris, c'est de nous permettre de voir qu'est-ce qui est blanc et qu'est-ce qui est transparent. Parce que si vous n'avez pas le calque fond gris affiché, qu'est-ce qui vous dit que ça, c'est pas de la transparence? Qu'est-ce qui vous dit que c'est du blanc? Ça ne se voit pas. Tandis qu'avec le calque fond gris, ça se voit. Il est très discret. On l'a fait très discret au départ dans ce template. Il pourrait être plus sombre, évidemment, ça peut se modifier. Mais voilà. D'où l'intérêt, donc. Et j'ai agrandi le plan de travail pour que ce soit du blanc quand j'enlève l'œil en face de fond gris. Sinon, ce ne serait pas du blanc. Si le plan de travail n'était pas agrandi, quand on enlève l'œil en face de fond gris, ben on a le gris qui est autour du plan de travail A4. Ça ne nous avance pas. Voilà. Et à une illustration que vous avez faite sur laquelle vous n'avez pas encore mis de contour, on va recommencer le processus. Vous la copiez, édition copiée, vous la collez dans votre document ouvert là avec les mains. Voilà. Ah oui, on a oublié en fait de créer le calque art dans ce template. Bon, ben, il va falloir du coup penser à... Ouais, c'est bien, on peut travailler sur le calque qui contient déjà les mains, c'est pas un problème. Mais vous aviez vu, hein, précédemment, je vous avais montré ce qu'on allait obtenir et il y avait un calque art et le calque avec les mains était verrouillé, mais ici, on a oublié de le faire dans le template, c'est pas grave. On va dimensionner correctement l'illustration par rapport à la taille de la main, donc vous pouvez poser l'illustration sur la main et avec le cadre qui apparaît et en enfonçant la touche Shift, vous allez redimensionner. Shift et Alt si vous voulez, comme ça se transforme par le centre. Donc là, on est en train de voir quelle dimension on va donner à l'autocollant. Évidemment, on peut aussi vous imposer une dimension. À ce moment-là, si on vous impose une dimension, ce sera dans le panneau transformation, fenêtre transformation, qu'il faudra aller indiquer une dimension avec la case de chaînage largeur-hauteur cochée pour que les proportions soient gardées. Vous irez indiquer quelque chose là. En largeur ou en hauteur, par exemple, 150, touche tabulation, voilà.
Là, il fait 15 centimètres. Ou 60. Là, il fait 6 centimètres. Testez. Comme ça, vous voyez, si on vous impose une dimension pour l'objet, oui, il y a un peu de marge. C'est vrai que dans ce cas-ci, c'est 6 centimètres de côté, mais pas, l'illustration fait moins, en fait. Donc, dans le panneau de transformation, n'oubliez pas de cocher la chaîne pour que quand vous modifiez la largeur ou la hauteur, l'autre bouge. Les proportions sont gardées. Bon, dans Illustrator, il faut ruser, il faut s'adapter en permanence. Alors, pourquoi est-ce que on a... Et pourquoi, dans mon cas, j'ai de l'espace? Vous l'avez aussi, de l'espace? De chaque côté? OK. Commande Y. Ah ben oui, c'est le cadre de l'objet. Le cadre de l'objet génératif, en fait, qui fait ça. Si on fait objet dissocié, et qu'on jette le background, le problème est résolu. Voilà. J'allais vous montrer une autre solution, mais cette solution-ci fonctionne. Donc, vous avez votre objet génératif qui est sélectionné. Si vous faites objet dissocié et jeter le background, voire même, il n'y a peut-être même pas besoin de dissocier, peut-être ouvrir l'objet génératif et jeter le background, et ça va fonctionner. Vous prenez le background, vous voyez, vous avez ouvert l'objet génératif. Oui, si on fait objet dissocié, ça apparaît tout de suite. Si on ne dissocie pas, il faut ouvrir l'objet génératif et jeter le background. Ouais. Voilà, et vous voyez maintenant, ça colle bien à l'objet. Et donc là, dans le panneau transformation, si on me dit que je dois avoir quelque chose qui fait 6 centimètres, je vais taper 6 centimètres en largeur, par exemple. Largeur 6 centimètres, c'est ce qu'on me dit. Voilà, je peux taper 6 cm. Je peux passer outre de la mesure millimètre qui est utilisée par Illustrator. Il convertit tout de suite quand je fais touche tabulation. Voilà. J'ai un objet de 60 millimètres. On va enregistrer le travail dans le dossier de mardi. Donc là, ça va être adapter les stickers, c'est le nom que je donne, vous donnez le nom que vous voulez. Et alors, vous voyez que moi, je prends la bonne habitude de mettre un incrément. À la fin du nom, je mets -01 parce que régulièrement, je vais enregistrer en changeant le nom et ce que je vais changer, c'est le chiffre à la fin, bien sûr. Après, ce sera 02, 03, etc. Comme ça, si je fais une gaffe majeure dans le document, au moins, il me reste les versions d'avant. Ça, c'est une sécurité que je vous conseille, que vous soyez dans Photoshop, InDesign, enregistrer régulièrement sous un nom différent. Il y a aussi le fait qu'un document Adobe, c'est une structure XML. C'est complexe, c'est plein de code. Si vous travaillez pendant des jours sur le même document sans enregistrer, sans changer de nom, ça risque de se corrompre. À un certain moment, votre document, vous ne pourrez plus l'ouvrir. Il faudra tout recommencer si vous n'avez pas fait de backup. Ou alors l'envoyer en Hollande, ça coûte minimum 500 € pour récupérer un document, pour le rendre à nouveau utilisable, chez Marksware. En général, on évite, hein, on fait des backups ailleurs que sur l'ordinateur, hein, sur un serveur, sur le cloud, et on enregistre régulièrement sous un nom différent. Donc je le dis parce que c'est une erreur de débutant, on travaille dans son document InDesign pendant 3 semaines, le même document. Ah, il ne fonctionne plus. Malheur. Ah, que faire? Corrompu. Structure XML corrompue. Quand on fait du magazine interactif avec Adobe, c'est encore pire. Moi, j'ai prévenu
La stagiaire, attention, vous devez enregistrer régulièrement, faire des backups. Elle ne l'a pas fait. Au bout de 30 jours d'avoir travaillé sur le même document, il a planté. Parce qu'avec les documents interactifs InDesign, les magazines interactifs, si la connexion avec le serveur est interrompue pendant qu'on travaille le document, il devient corrompu. Elle me dit ça, mon document est corrompu, j'arrive plus à l'ouvrir. Ben, ouvrez la version précédente qui date d'hier soir peut-être. Ah, mais j'ai jamais enregistré de version précédente, j'ai tout fait sur le même document. Donc, c'est la cata. Ça, c'est le stress pour tout le monde, parce qu'on ne fait pas de backup, parce qu'on n'écoute pas les conseils. Bien. Eh bien oui, c'est être fiable dans une société, ça compte, hein. Votre sticker, peu importe, c'est juste, vous avez les deux cas de figure. Vous le faites manuellement, la modification à l'œil par rapport à la main, ou alors on vous impose une dimension que vous tapez dans la palette de transformation et vous avez vu qu'on doit supprimer le background de l'objet génératif pour que ça colle bien au bord. Voilà. Bon, ben, on va tenter donc de faire différentes choses ici. On va le faire sur des copies que je vais mettre en bas. Avec la flèche noire et la touche Alt, je déplace. Voilà. Première copie, deuxième copie, troisième copie et quatrième copie. On va faire plusieurs cas de figure. Et là, on ne va faire que du cut. On va faire un autocollant, oui, qui va être découpé. Il ne va pas y avoir de kiss cut. Quelqu'un voit ce que c'est le kiss cut? Bon. C'est c'est quand on découpe l'autocollant, mais qu'on ne découpe pas le support sur lequel il se trouve. C'est juste la partie autocollante. Donc là, c'est pour plus tard. On fera du kiss cut, vous allez voir. Mais là, on va juste faire du cut. On aura un autocollant où il faudra, avec l'ongle, le détacher du papier. Tandis qu'avec un kiss cut, on plie le support et l'autocollant se détache tout seul. En fait. Ah, c'est plus facile. C'est un choix. C'est plus facile, mais ça prend plus de temps à produire. Parce qu'il y a la découpe de l'autocollant, la vraie découpe, puis il y a le kiss cut. OK. Eh bien, allons-y, on va tenter ça.